Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble l'aménagement de la salle de bain. Mais attention, on ne va pas juste parler d'éco. Non, on va aborder ça comme un véritable exercice de stratégie pour optimiser ce qui est en fait un actif clé dans un appartement parisien. La toute première question à se poser, elle est simple, mais elle est fondamentale. Est-ce que cet espace est un casse-tête tous les matins, une source de friction, ou au contraire, est-ce que c'est une pièce qui contribue activement au bien-être? C'est ça tout l'enjeu, transformer une contrainte en un véritable atout. Et pour y arriver, on va suivre un plan de match très clair en 5 étapes. On part du diagnostic des besoins jusqu'à la planification financière. Bref, une approche vraiment structurée pour être sûr de ne rien laisser au hasard. Allez, on attaque tout de suite avec l'étape 1, le diagnostic. C'est la base de tout. Avant même d'imaginer un carrelage ou une robinetterie, il faut définir noir sur blanc la fonction de cet espace. En fait, la première analyse, elle est humaine. Pour qui est cette salle de bain? Un couple pressé le matin? Une famille avec des enfants en bas âge? Est-ce qu'on doit anticiper des besoins futurs, peut-être liés à la mobilité? Se projeter comme ça, à 5 ou 10 ans, c'est vraiment la clé pour que l'investissement soit pérenne. Et là, il y a une idée super intéressante, celle de cartographier ce qu'on appelle la séquence d'usage, c'est-à-dire qu'on analyse le parcours logique. On entre, puis les WC, le lavabo, la douche. En pensant comme ça, on crée un agencement qui n'est pas juste beau, mais qui est surtout incroyablement fluide au quotidien. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'on veut y faire, on passe à l'étape 2. Et là, on s'attaque au nerf de la guerre, surtout à Paris, la gestion de l'espace. Chaque centimètre carré compte. Voilà le chiffre qui pose le décor, entre 3 et 6 mètres carrés. Bon, on n'est pas à Versailles, hein. C'est une surface qui exige des solutions vraiment, vraiment intelligentes. Ici, l'optimisation, ce n'est plus une option, c'est une nécessité absolue. Et cette optimisation, elle se joue au centimètre près. Il y a un chiffre à retenir, à graver dans le marbre, 60. 60 centimètres, c'est la règle d'or. C'est le dégagement minimal à garder devant le lavabo, la douche, les toilettes, pour que l'usage reste confortable et sécurisé. Forcément, la stratégie n'est pas du tout la même selon la surface. En dessous de 5 mètres carrés, on est en mode Tetris. On pense vertical, on pense compact. Douche à l'italienne, WC suspendu. Au-delà de 8 mètres carrés, là on respire. On peut créer des zones, installer une double vasque et même s'offrir une pièce maîtresse comme une baignoire Ion. On en arrive à l'étape 3, le fameux dilemme, douche ou baignoire. Mais il faut vraiment sortir du simple choix de confort. En réalité, c'est un arbitrage stratégique qui va impacter l'espace, la consommation d'eau et l'usage de la pièce. Mettons les choses à plat. La douche, c'est l'allié de l'efficacité et des petits espaces, avec une consommation d'eau bien plus faible. La baignoire, c'est le confort, la détente, la polyvalence, surtout avec des enfants. Mais voilà, elle est gourmande en eau et en espace. Le plus important, c'est que ce choix soit parfaitement aligné avec le diagnostic qu'on a fait à l'étape 1. Et pour ceux qui, au fond, refusent de choisir, il y a une troisième voie assez pointue, la wet room. Le concept est radical, toute la pièce devient l'espace de douche. C'est hyper élégant, très accessible, mais attention, ça demande une mise en œuvre technique absolument irréprochable, surtout pour l'étanchéité, ça ne s'improvise pas. Bon, on a le plan, l'équipement principal. Maintenant, parlons de l'habillage. On passe à l'étape 4, celle qui va définir l'âme de la pièce, sa durabilité et toute son ambiance, les matériaux et la lumière. Petit coup d'œil sur ce que se profile à l'horizon. La tendance est clairement au retour au naturel, à l'organique. On parle de teintes douces, apaisantes comme le vert sauge, de matières nobles comme la pierre, le bois clair. On recherche des formes douces, des angles arrondis pour faire de cette pièce un vrai cocon. Mais attention, le beau ne sert à rien s'il ne dure pas, surtout dans une pièce d'eau. La performance est cruciale. Ça veut dire un sol antidérapant, des meubles qui résistent à l'humidité et surtout, ne jamais, jamais négliger la ventilation, la fameuse VMC. C'est un peu le héros méconnu de la salle de bain, mais c'est elle qui garantit la longévité de tout le reste. Pour la lumière, il y a une sorte de recette magique, la stratégie des 3 couches. 60% de l'éclairage doit être général pour bien voir partout. 30%, c'est l'éclairage fonctionnel, très ciblé au-dessus du miroir. Et les 10% qui restent, c'est pour l'ambiance, la petite touche déco. C'est vraiment cet équilibre 60-30-10 qui rend une salle de bain à la fois pratique et agréable à vivre. Et on arrive à la dernière étape, 5e et dernière partie et souvent la plus sensible, l'équation financière. Bref, parlons budget. Alors concrètement, à quoi il faut s'attendre? Pour une petite salle de bain, on va démarrer autour de 300-600 € et ça peut grimper bien au-delà de 25 000 € pour une grande surface avec des finitions très haut de gamme.
Ce sont des ordres de grandeur, mais c'est essentiel de les avoir en tête pour démarrer. Et attention, il y a un point capital à intégrer dans le calcul, le fameux facteur Paris. Entre les contraintes de livraison, l'accès aux étages, le coût de la main-d'œuvre, eh bien, il faut prévoir un surcoût moyen de 15 à 30% par rapport au reste de la France. C'est un paramètre qu'il faut absolument anticiper pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Le principal levier qui va faire varier le budget, il est là. C'est le choix des finitions, des matériaux. Pour faire simple, c'est là que le budget peut littéralement exploser. Passer d'une finition standard à du haut de gamme, avec de la pierre naturelle, de la robinetterie de designer, ça peut facilement doubler, voire tripler la facture finale. Pour conclure, après tous ces chiffres, ces plans, ces matériaux, la vraie question est peut-être ailleurs. Et si, au fond, la véritable valeur de cette rénovation ne se mesurait pas en euros par mètre carré, mais plutôt en qualité de vie gagnée chaque jour? C'est une réflexion qui, je trouve, replace l'essentiel, c'est-à-dire l'humain, au cœur du projet.